Quel est le thème de cette conférence, mes amis? Rappelez-moi. Un peu plus fort, Évolution, la conscience évolutive et le regard à nouveau sur la conscience. D'abord, qu'est-ce que c'est que la conscience? On a l'habitude, dans la vie, d'utiliser des concepts sans les définir. On parle d'énergie, on parle de l'espace, on parle du temps. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire réellement. Entre nous, si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que c'est que la conscience? Fermez les yeux et essayez de prendre en résonance, de toucher ce concept de plus près. C'est ça le réel intégré dans le concept. Nous, qu'est-ce qu'on prend dans la vie? La vie pour nous, c'est un ensemble conceptuel. C'est des mots, c'est des phrases, c'est de là. La vie n'a plus ce fondement, cette intégration. La conscience n'est pas intégrée, n'est même pas définie. Mais comment je vis, moi, maintenant? C'est ça ce qui est important. Comment je vis? Ce n'est pas la conscience évolutive. Je vais créer encore une autre théorie et je vais me propulser dans un autre monde de pensée et de concepts. Vous savez comment on appelle ça? L'agitation mentale, mes amis. Tout ce qui est conceptuel, maintenant, doit s'arrêter un peu et céder la place à la vie. Parce que le concept nous indique, nous oriente vers la survie. Non, on a besoin de vivre. C'est quoi la vie? C'est de poser son regard sur ce que je suis maintenant. Qui suis-je maintenant? Qui suis-je? Eh bien, je vais faire une petite lecture maintenant, mes amis, et je vais voir qu'il y a un élément commun qui circule entre nous tous ici, sans exception, et on peut le généraliser, qui circule maintenant, qui va remplir le champ de notre conscience. Je vais revenir à la définition de la conscience. La conscience est un champ, un espace, dans lequel il y a des petites focalisations qu'on appelle les structures de la survie, les impulsions, la colère, les énergies, la jalousie, la faim. La conscience est définie par son contenu. La conscience est un espace où il y a un contenu. Mais on a un contenu commun maintenant. On a un élément commun qui circule. Vous savez comment on appelle ça? La peur. On a peur, mes amis. Un grand soufi disait, l'homme, c'est la créature cosmique qui a plus peur dans l'univers. On est des peureux jusqu'à l'os. On a peur de tout ce qui bouge. Depuis la naissance, depuis ce mouvement magique de la traversée d'un monde vers un autre monde, on se trouve dans un monde magnifique, mais on a un contenu implicite, inconscient, d'une peur. Il provient d'où cette peur? Avec le temps, on peut oublier la peur quand on est jeune, on est dans l'activité, l'action, la peur est oubliée. Quand on commence à évoluer dans le temps, la peur augmente. La peur de demain, la peur de manquer, la peur de vieillir, la peur d'être malade, ou alors la peur de mourir. Eh bien voilà. C'est-à-dire, je suis dans la vie, dans un état d'attente activé par la peur. C'est ça ma vision actuelle des choses. Je ne veux pas dire je suis un être spirituel, je veux faire des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection dans le temps. Vois comment tu fonctionnes. Tu rentres chez toi, tu allumes la télévision, la peur, les attentats, les trucs. On vit dans un monde où la peur est amplifiée en permanence par la conscience collective et par les impulsions individualisées. Mais attention, cette peur, elle est à deux niveaux, la peur. Elle a deux résonances subtiles.
La peur, au commencement de la vie, au moment de la survie, la peur était utile, était bénéfique dans la phylogénèse, dans le développement. Si tu prends une petite cellule, tu vas la mettre dans un milieu hostile, elle va se protéger. La peur devient une forme de protection. Merci à lui. Une forme de protection. Mais attention, la petite cellule et la peur, quand il n'y a plus de milieu hostile, la peur disparaît. Elle ne va pas la mémoriser comme nous, à travers notre mental, on mémorise la peur. Ce n'est pas la peur qui est néfaste, c'est la mémorisation du concept. Donc on a une peur qui est vraiment abstraite, qui est chronique, et qui est en nous pratiquement en permanence. On a cette peur phylogénétique de la survie qui date des milliards d'années de notre évolution, mais c'est une peur qui est un peu dans la musique cosmique. Ce n'est pas une peur difficile à gérer. La peur la plus difficile, quand elle est mentalisée, elle va habiter notre champ de conscience. La peur, en réalité, elle est plus activée dans l'abstraction. Tu as peur, mais tu ne sais pas de quoi. Tu passes à la peur aiguë de protection informationnelle à la peur chronique implicite de la vie à chaque instant. Donc il y a la peur phylogénétique qui était un potentiel de protection, mais tu prends un animal dans la phylogénèse, il a peur, il va y avoir des réactions de protection, il va lutter, il va fuir, il va être inhibé. Ce qu'on appelle les réactions limbiques de protection, c'est le cerveau qui va dicter ces formes de réaction, mais automatiquement l'animal ne mémorise rien. Il est dans sa peur aiguë. Quand il n'y a plus de milieu hostile, la peur va s'arrêter. L'homme, c'est différent. Il n'y a plus rien dans le milieu, il n'est même pas hostile. Mais la peur est toujours là. Parce que la peur est entretenue par le conceptuel. La peur devient un mécanisme mentalisé. C'est-à-dire maintenant, mes amis. Moi, j'ai vu souvent des cas comme ça, le soir, surtout les femmes, quand leur enfant ne rentre pas. Minuit, il n'est pas encore à la maison. Ah, la peur commence à prendre forme, on ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien, on va se raconter des histoires. Et souvent, on va se raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand il vient, l'adolescent, il va te dire, oui, j'étais avec ça. Mais tu n'as même pas deviné. L'histoire que tu racontes est une histoire que tu te crées à travers tes schémas, tes mécanismes, tes structures. On se raconte des histoires en permanence, mes amis. La conscience est un champ actif. C'est une spatialité dynamique dans laquelle on va greffer des éléments. La peur est un élément fondamental de notre vie. Après, vous allez me poser la question, comment faire pour sortir de cette peur, n'est-ce pas? Ben, c'est évident. Comment ne plus avoir peur? Ben, cette question, mes amis, n'a pas de réponse. Si tu cherches à sortir de ce mécanisme, c'est-à-dire si tu cherches à ne plus avoir peur, tu te protèges contre la peur et tu as encore plus peur. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça ce que je vous invite ce soir à faire, ensemble. À toucher dans tous les mécanismes de la vie. Il n'y a pas que la peur. C'est-à-dire les systèmes énergétiques lourds à gérer. La peur, la jalousie, le rejet, la pathologie. Parce que tous ces éléments, ils ont un élément commun, c'est qu'ils résistent.
Ce sont des focalisations, des résistances, des points, des focalisations dures, des densités, des lourdeurs. Ils vont se focaliser dans la conscience comme étant des systèmes imperméables. La conscience, c'est de l'espace, c'est de la fluidité. Et tu greffes dans la conscience quelque chose de fixe, de solide. La peur, le rejet, la maladie. La maladie, c'est un élément de la conscience de focalisation. Un organe malade est un organe qui résiste au passage de la vraie lumière. On appelle ça dans l'approche matricielle la vraie lumière, la lumière réelle, parce que dans l'univers, tout ce qui existe obéit à une trilogie fonctionnelle primordiale. La matière, qu'on appelle la lumière condensée, premier élément de notre vie. Deuxième élément, la lumière agitée, qui est le champ électromagnétique. Et troisième élément, qui est la lumière réelle, invisible, qui est la plus importante dans l'univers, plus de 99,9%. Doucement, Habibi, tu vas trop vite. Je reprends. Dans l'univers, il y a trois formes de lumière. Une lumière condensée. Si, maintenant les physiciens définissent même l'eau, c'est de la lumière condensée. C'est-à-dire la masse. La masse, c'est de la lumière condensée. Mais si on fait une petite analyse quantique de ce corps physique condensé, les physiciens nous disent que la matière est vide. Ah bon? Ah ben c'est vide. Ton corps, c'est 99,9% vide. Mais attention, c'est un vide plein qu'on appelle énergie-information. C'est-à-dire que la matière, c'est de l'énergie condensée. La fameuse formule d'Einstein. Et l'énergie peut être assimilée à la lumière. E égale mc2. Sans que c'est de la lumière condensée. N'est-ce pas? Mais attention, il y a une autre lumière. Oh ben, grâce à cette lumière, on voit des choses dans le noir. On prend un micro, c'est la lumière électromagnétique. Ce qu'on appelle la lumière agitée dans la tradition. C'est-à-dire, là, le monde, je le vois, je le perçois, je le touche à travers la lumière électromagnétique. C'est notre référentiel actif. Bon, pourquoi tu cries? C'est notre référentiel. Je vais vous dire pourquoi je crie. Parce que ce référentiel est dominant. Vous voyez un scientifique travailler dans son laboratoire, mes amis. Il a un référentiel. Son référentiel, c'est la lumière agitée. Microscope électronique de fort grossissement, c'est le champ électromagnétique. Un télescope énorme au niveau macroscopique de l'univers, c'est un champ électromagnétique. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit dans l'univers microscopique et macroscopique via la méthodologie du champ électromagnétique. Et la science elle-même nous dit que cette méthodologie ne peut pas expliciter la grande valeur de l'univers et ne peut expliciter que 0,1% de l'univers manifesté. Ok. Je suis là en permanence en train de voir cet univers à partir d'un angle qui ne dépasse pas 0,1%. Merci. Mais quand un scientifique vient pour nous expliciter l'univers, le monde microscopique cellulaire, c'est à travers une méthodologie électromagnétique qui ne dépasse pas, je vais être gentil, 1%. Eh bien, bien sûr, eh bien, ça donne beaucoup de choses à dire par rapport à cette vision. Si tu es dans ton corps, un médecin, d'abord tu rentres avec des symptômes, tu sors avec une maladie, merci. C'est gentil, mais c'est sans référentiel. Il va essayer de voir ce qui ne va pas, déceler
partir de ce référentiel 1%. Moi, j'étais au laboratoire, je vais vous raconter une histoire il y a plus de 20 ans, qui m'a réveillé. J'étais directeur d'un grand laboratoire de recherche et d'analyse médicale au Maroc. Un général m'envoie son père pour lui faire des analyses. Il dit, je le vois fatigué. J'ai des analyses, effectivement, c'était catastrophique. Et j'ai dit à cet homme d'un certain âge, oh Habibi, ah là, il faut faire des choses. Il me regarde d'un air. Il m'a dit, moi je me sens bien, c'est ton problème. C'est pas le mien. C'est toi qui as révélé ce bazar devant moi. Moi, je me sens bien en parfaite santé. C'est toi qui as révélé tout ça. Cherche la solution, c'est toi qui as créé le problème. En plus, moi, je me sens en pleine forme, je ne veux pas suivre ce que tu dis. Et là, j'étais comme touché par quelque chose de magique. Il y a une compensation en lui que j'ignore. Cet homme est en train d'être compensé de façon subtile sans que mon mental analytique le sache. Moi, j'ai un bilan devant moi et lui, il se sent bien, il est en parfait. De quel droit je vais le toucher? Ah, bien sûr, je vais prendre les statistiques. Ah, bah, demain, si je ne le touche pas, il aura tel problème. Il est en train de compenser par la lumière réelle, la troisième lumière invisible qui n'est pas quantifiée par la science. Or, la troisième lumière, il est de 99,9% omniprésente, c'est démontré par la science. Les astrophysiciens disent que c'est une hypothèse pour eux, mais de plus en plus active cette hypothèse. La matière noire, le rayonnement noir, occupe plus de 95% de la matière, lumière, rayonnement de l'univers. Ce rayonnement, cette matière noire sont invisibles. On ne les voit pas. Et ils sont 99, moi je dis 99% ici maintenant. Vous voyez la matière noire, le rayonnement noir? Attention, noir, c'est pas négatif, ne croyez pas que vous êtes des démons. Le noir, pour nous, c'est... Non, c'est une lumière invisible qui traverse la matière. Peut-être, les messagers de cette lumière sont ce qu'on appelle les neutrinos. Et ces messagers vont réveiller énormément de compensations physiologiques dans notre corps. Il y a des gens ici qui se portent bien, ils vont faire un bilan catastrophique. J'ai dit souvent à mes amis comme ça, sauvez-vous. Vous êtes en compensation. Pourquoi vous cherchez la petite bête à Habiba? Tu es bien, profite de la vie. Vis pleinement ta vie. Et si tu commences à dire non, je vais faire un bilan quand même, eh bien fais le bilan. Si tu trouves des petits trucs, tu ne comprends pas le processus. La médecine, quand on a fait la médecine, on n'a pas fait des cours qui disent qu'il y a des compensations implicites liées à la lumière réelle. Attention, jamais un professeur n'osera dire ça. Il va perdre son laboratoire. Puisque ça, la lumière réelle n'est pas quantifiable, par les laboratoires chimiques, attention. C'est pas un truc qu'on peut quantifier. Donc ça devient dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la médecine, pour ne pas faire un double jeu, mes amis. Il faut être sincère jusqu'à la fin, parce que là, c'est quand tu commences à jouer tu fais la médecine, c'est la trilogie. Symptômes, diagnostic, traitement. Si tu ne fais pas ça, eh ben, quitte cette sphère. C'est pour ça que, quand j'ai mis au point cette approche qu'on appelle l'approche matricielle, j'ai essayé de réveiller le potentiel lumière réelle, d'activer d'une façon implicite, parfois sans qu'on le sache avec le mental, la lumière réelle et la compensation. C'est un domaine magnifique. Et l'homme, chaque soir, chaque nuit, il peut rentrer dans les compensations s'il lâche les dogmes.
On est plein de croyances qui limitent le potentiel de compensation. Exemple, la religiosité. Encore, tu vas parler de la religiosité. Ouais. La religiosité est un mécanisme qui va inhiber les processus de compensation physiologique implicite. Parce que la religion, mes amis, c'est un mode de fonctionnement basé sur des croyances énormes. Tu es en train, surtout chez nous, on a des croyances lourdes. Dans l'islam. Moi, souvent, je ne peux pas parler ce langage chez moi. Ah, je leur dis quand même, vous avez des croyances lourdes qui inhibent le potentiel de la vie. La vie, c'est l'élan de l'amour, c'est pas le culte de la mort. Après, quand tu vas vers nos amis chrétiens, c'est le culte de la mort aussi. Tu ne peux pas être heureux parce que Dieu a souffert pour toi. Ah bon, c'est la totale, Habib. La religiosité nous met dans un processus d'inhibition. Je ne suis pas en train de critiquer, il y a des religieux magnifiques. Mais, en tant qu'être humain, je veux être apaisé. Je suis rentré dans une mosquée, c'était catastrophique. Après, je suis rentré dans une église, c'est trop léger ce bazar. Là, il me faut quelque chose de solide parce que je suis un être imprégné de résonance de vie. Eh bien, je me tourne vers la science, c'est pire. La science est limitative, hermétique. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? La science ne répond pas, la religiosité ne répond pas. Il reste les concepts. Les concepts basés sur la philosophie. Ça te remplit de concepts. Et tu deviens un être conceptuel. Quelle est la solution, mon ami Hamid? Tu ne peux pas nous donner une petite ouverture pour qu'on puisse respirer un peu? Tu nous bloques là. Eh bien, c'est fait exprès. Pour que vous puissiez toucher qu'il n'y a pas de solution. Je vous fais voyager. Et dimanche, ça va être la même chose. C'est une forme d'initiation. Je vais vous faire voyager pour que vous touchiez de plus près qu'il n'y a pas de solution. Et là, quelque chose qui va se passer. Mais je ne peux pas la nommer. Je ne peux pas l'expliciter. Si je la nomme, elle n'est plus là. Mais je dois vous propulser dans cette réalité qu'il n'y a pas de solution. Parce que la solution même est un mot qui est porteur d'une régression phylogénétique. Dans le mot solution, il y a de l'eau. N'est-ce pas? On va mettre quelque chose dans l'eau, c'est ça la solution. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Il y a la phylogénèse, la cellule primordiale. La cellule fécondée pendant 9 mois. Au niveau fœtal, elle vit dans l'eau, n'est-ce pas? Et la phylogénèse, les milliards d'années d'évolution, c'est l'eau, c'est aqua. Donc, là, tu vas faire une régression quand tu cherches la solution. La solution, mes amis, ce mot est pathologique. Ce mot veut dire régression dans les phases phylogénétiques, les milliards d'années d'évolution. Ou d'involution. Ça dépend de votre référentiel. Tu descends au fin fond de la résonance formationnelle pour prendre des éléments que tu appelles la solution. Tu peux venir avec quelque chose, mais dans la solution, tu peux mettre beaucoup de choses. Exemple, pour ne pas être abstrait. Quelqu'un, dans la théorie de Hammer, quand quelqu'un va faire un conflit intense, vous avez entendu parler de Hammer, n'est-ce pas? Conflit intense vécu dans l'isolement. Tout seul, tu ne peux même pas l'expliciter. Et ce conflit va se focaliser dans ta conscience. Il devient un nœud, une focalisation, une énergie lourde. Inconsciemment, quand on a dans notre champ de conscience ces éléments lourds, on cherche
d'une façon spontanée, automatique, via le cerveau reptilien et limbique, à fluidifier ce qui est condensé. Le conflit, c'est une condensation. Tu n'arrives pas à gérer ce problème. C'est énorme. Et tu espères au fin fond de toi-même changer même la notion temporelle. Et là, tu vas greffer, tu vas être propulsé dans la régression temporelle. Et tu vas descendre dans la phylogénèse, à la recherche de la solution. Parce que il y a eu des phases où tu as vécu la même chose, des conflits intenses. Ces mémoires phylogénétiques sont encore dans notre corps. Les mémoires reptiliennes, les mémoires... Imaginez un animal. On a cette mémoire cellulaire qui a peur et qui vit la même chose que je suis en train de vivre maintenant en tant que conflit. Je crée un état de similitude informationnelle et je plonge vers la régression informationnelle pour prendre la solution. Le problème, c'est que dans cette solution, je vais ramener l'élément fondamental de la phylogénèse qu'on appelle la mutation. Je trouve la solution, je ramène la mutation. C'est quoi la mutation ADN génétique? C'est le cancer. C'est pour ça que Amer a découvert, il n'a pas explicité ça comme ça, il dit que le conflit vécu dans l'isolement d'une façon intense peut générer un état néoplasique cancéreux. C'était un cancérologue, il a fait des études, il a fait des scanners cérébraux, il a découvert ce qu'on appelle le foyer de Amer. Qu'est-ce qu'il y a dans le foyer de Amer? Un œdème. C'est quoi l'œdème? C'est à quoi? C'est l'eau. C'est la preuve que tu as fait une régression et tu as ramené une information pathologique à travers l'eau, dans l'eau, et ça a été ciblé au niveau de ton cerveau. Chaque fois, mes amis, qu'on fait une réaction inflammatoire, on a fait une régression. Chaque fois qu'il y a un œdème, il y a une petite régression. Il y a un petit conflit implicite à la recherche d'une solution. Il faut qu'on apprenne à chercher l'ouverture évolutive et non pas la solution. Vous savez comment il a appelé Christos la solution? La descente aux enfers. C'est ça la phylogénèse. Vous savez comment il a appelé l'autre ouverture évolutive? La vraie vie. Parce que la descente aux enfers, c'est la survie. L'évolution, l'autre regard, le regard évolutif, il appelle ça la matrice évolutive, la matrice feu, espace. Si on est toujours des embryons ici, connectés à notre placenta embryonnaire, qui s'active en permanence dans la phylogénèse régressive, on va actualiser beaucoup de solutions. Et quand tu actualises beaucoup de solutions, il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on quitte la matrice eau dans notre champ de valeur, dans notre champ actif. Et nous, on ne fait pas ça, mes amis. On est toujours dans le champ aquatique. On est toujours des embryons. En plus, on va voir dimanche qu'on est des hologrammes. Des hologrammes embryonnaires aquatiques, régressifs, c'est la totale. Et tu es en train de nous insulter. Non, on est en train de poser son regard et de voir comment on fonctionne. Donc, je suis en train de décrire le fonctionnement. Je ne vous donne pas de solution. Si vous avez un problème physiologique, une maladie, si vous êtes en train de chercher une solution, ce qui est normal par rapport à notre façon de voir le monde, on est des êtres temporels linéaires. Il y a un problème, on cherche la causalité et vas-y. En plus, toute recherche basée sur l'analyse est une régression phylogénétique. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'analyse? Si on analyse l'analyse, on va tomber sur quel concept? Analyse, c'est une force, c'est une énergie, c'est une force. Quand tu veux analyser, il te faut beaucoup de discernement, au niveau mental, de l'effort. Et là où il y a de l'effort,
il y a une énergie qui va apparaître de l'ordre de la peur, du rejet. L'analyse réveille une énergie ancestrale de fragmentation, de destruction, de régression. Allah, Habib. Là, quand tu poses ton regard et tu te vois en train d'analyser, sache que tu utilises une énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est la chose la plus bipolaire de ce monde. L'énergie, c'est l'entité la plus bipolaire, la plus dualiste. Tu utilises une énergie dualiste, régressive, parce que c'est l'énergie qui va te faire fragmenter. Analyse, c'est fragmenter. La lise de Anna, en grec, c'est la lumière. Il n'y a pas de hasard. Le concept, parfois, indique le potentiel du signifié et du signifiant. Donc, une analyse chronique va pouvoir me projeter avec une énergie bipolaire dualiste dans la régression phylogénétique. Et quand j'analyse, je régresse sans que je le sache. Oh là, j'arrête d'analyser. Eh bien, je peux pas. L'esprit occidental est endoctriné dans un processus d'hyperanalyse. Je pose mon regard et je vois comment je fonctionne. Il y a un événement, je veux l'analyser, ben je ne veux pas dire c'est mauvais, l'analyse c'est pas bien, c'est régressif, non. Je pose mon regard et je me vois fonctionner. Je dis oui, je suis en train d'être dans l'analyse. Bien, je prends acte, je pose mon regard. Je ne rejette pas, j'analyse pas. Et je ne vais pas non plus rentrer dans un mécanisme de séparabilité, parce que analyser, c'est se séparer. C'est la notion la plus subtile, la séparabilité dans l'analyse. C'est une énergie, c'est une régression, c'est une séparabilité, donc c'est l'inverse de ce que je cherche. Et je ne peux pas trouver une soi-disant solution par ce mécanisme. Parce que ce mécanisme me propulse dans la séparabilité, le rejet, l'énergie. Donc ma conscience va se trouver dépourvue de l'élément qui va la libérer. La maladie, c'est un nœud au niveau de la conscience. Quand je commence à analyser, j'aggrave le processus. Eh bien, je suis éduqué pour être dans l'hyperanalyse. Ah là, c'est notre éducation, c'est votre éducation dans ce monde occidental, c'est l'hyperanalyse. C'est pas mauvais, c'est pas bon. Je pose mon regard et je vois comment je fonctionne. Il y a un événement, comment je me mets en résonance avec cet événement. Je vais l'analyser, certes. Mais attention, si je suis dans l'hyperanalyse, là, ça devient pathologique. Je peux être un peu dans l'analyse. L'analyse qui va réveiller un potentiel de connaissance basé sur l'intégration. Et si je vais dans l'hyperanalyse, là, je cristallise un potentiel régressif de séparabilité et j'aggrave mon problème. Parce que si on voit les choses d'une façon simple, le problème, mes amis, quelle que soit sa nature, il est multifactoriel. Il n'y a pas un seul facteur, une seule causalité. Non, on croit qu'il y a une seule causalité. Et on démarre le processus analytique linéaire. Et on trouve que ouais, c'est la vraie cause. Par conséquent, je vais être apaisé à un certain moment. Mais ce n'est qu'un petit moment, parce que après, je vais découvrir une autre cause. Et le problème est toujours là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule cause. Mais si tu as une vision homéopathique, la cause la plus subtile, c'est elle la cause du problème. Ce n'est pas le pondéral, comme avec une analyse pondérale, la cause la plus révélée, la plus dominante, c'est la cause la plus cachée, la plus subtile.
Comment découvrir tout ça dans l'analyse, sachant qu'un événement est multifactoriel, multicausal? Je pose mon regard sur tout ça pour découvrir qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous puissiez toucher qu'il n'y a pas de solution. C'est encourageant. On vient pour respirer le potentiel de la vie. Tu nous dis qu'il n'y a pas de solution. On n'a pas de solution. J'ai un problème, je n'ai pas de solution. Si je suis dans la certitude de ce que j'avance maintenant, il y a un processus qui se passe d'une façon magique. Quand tu cèdes, quand tu lâches toi, parce que là, quand tu es agité, l'analyse, c'est une agitation, c'est la lumière agitée. Ton champ de conscience est agité. Quand ta conscience est agitée, elle ne laisse pas passer la lumière. La vraie lumière qui te dit, moi j'ai l'ouverture évolutive et non pas la solution. Je ne descends pas dans la régression phylogénétique pour prendre une solution, je m'ouvre sur l'impulsion évolutive pour être. Oh, Habib. Regardez la différence. La conscience évolutive te dit, je ne descends pas vers la phylogénèse régressive pour exister. Je pose mon regard sur l'impulsion évolutive pour être. La différence entre être et exister. La dialectique de la vie. Exister, c'est la survie. Être, c'est la vie. Et c'est pour ça que Christos nous a dit qu'il faut sortir de la matrice O, de l'existence, de son aspect animal, pour toucher son aspect divin, avec un autre langage. Voyez, mes amis, quand vous touchez cette réalité, qu'il n'y a pas de vérité dans ce monde, qu'il n'y a pas de solution, il y a un élan de l'être. Et tu es cet élan. Le soufite te dit, et en toi, c'est englouti les univers. Tu es cet élan que la religiosité va te prendre. Tu dis non, tu n'es rien, petit Gugus. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Tu n'es pas un être de souffrance. Oui, tu souffres si ton référentiel, c'est l'analyse, l'hyperanalyse, la régression, la phylogénèse. Mais toi, tu lâches ce référentiel, tu changes ton regard 360 degrés et tu poses ton regard sur l'impulsion de l'être. Pour cela, il faut être dans la certitude qu'il n'y a pas de solution. Pour que ce regard naisse de lui-même, il faut que tu sois dans la certitude qu'il n'y a pas de solution à ton truc. Comme un enfant. Il est dans sa certitude. Il joue, l'enfant. La vie, c'est un jeu pour lui. Il joue. Après, il est dans la certitude qu'il ne trouve pas de potentialité de sortie par rapport à un jeu. Il lâche et il est hyper content de lâcher parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa conscience. Parce qu'il est dans la certitude. Que ça ne va pas. Il n'y a pas de solution, c'est ça. Et il passe à autre chose, instantanément. Voyez comment il est discontinu dans son fonctionnement, un enfant. Il n'est pas dans la lourdeur de la continuité comme nous. On dit qu'il faut persévérer. Oui, il faut percer pour voir, c'est ça. Mais percer sans effort. Persévérer. Après, bien sûr, tu vas à l'église et tu vas voir celui qui est prêt à être. Et quand tu vois le prêt à être, et tu attends toi aussi pour être. Et tu vis dans l'attente. Et l'attente, c'est une énergie de régression. C'est le prêt à être. Le prêtre, c'est ça, le prêt à être. Bon, c'est une énergie d'attente. Hein? Parce que le disciple aussi, c'est une énergie d'attente. Le disciple, qu'est-ce qu'il attend? À devenir un maître. Ben, il attend dans le temps, au lieu de dire
Moi, je vis avec ce que je suis. Je n'attends rien. Je prends ce que l'élan de l'univers me donne. Demain, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Oh là, demain, je ne sais pas. Demain, mais il y a 3 mains aussi. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Entre 2 et 3, c'est tout un monde. Je prends ce qui est, ce qu'il y a maintenant. J'apprends à prendre, au lieu d'apprendre à attendre. Et nous, ici, on attend tous quelque chose. Hein? On attend. On est dans une attente chronique. Depuis notre naissance, hein? On a greffé une mémoire d'attente dans une grande salle d'attente, qu'on appelle la vie. Et tout le monde attend quelque chose. L'autre qui attend le travail, l'autre qui attend la retraite, l'autre qui attend à se marier, l'autre qui attend les enfants, l'autre qui attend la guérison. Eh bien, la vie, c'est une attente chronique. Et dans l'attente, c'est le problème, c'est chercher la solution pour qu'il n'y ait pas d'attente. Et l'attente s'aggrave, devient de plus en plus intense. Pose ton regard, et quand tu es dans l'attente, vois ton attente. Ne cherche pas à effacer l'attente. Tu ne peux pas l'alchimiser. Le train a une demi-heure de retard. Tu poses ton regard. Tu vois, les gens sont agités. Bon, je profite pour poser mon regard sur cette attente. Et comment je suis? Eh ben, j'ai le corps qui bat un peu plus. Je vais rater le train, je ne sais pas. Je ne me juge pas. Je pose mon regard sur ma physiologie, comment je fonctionne. Je ne vais pas mettre des mots, des concepts. Je ne suis pas bien, je rejette. Non. J'apprends à être en résonance avec l'événement, en posant son regard à l'extérieur de l'événement. Je ne suis pas phagocyté par l'événement. Voyez la différence. Quand tu es dans l'attente, tu es phagocyté par l'attente. Quand tu vois l'attente, en observateur, ça s'apprend. Ça, c'est une dynamique à faire. Ça, on peut l'apprendre. Le soufisme nous donne même des supports vibratoires pour rentrer en résonance avec cet état qu'on appelle l'observateur. Les Védas aussi nous donnent des outils pour ça. Mais mes amis, abandonnez l'esprit d'attente. Parce que l'attente, c'est la projection dans le futur. Donc vous êtes un être temporel. C'est-à-dire que tu attends toujours quelque chose. Donc tu es toujours dans un état de survie, d'insatisfaction. Comment tu peux être pleinement? Comment tu peux être pleinement si tu attends? Si tu attends, tu ne peux pas être. Tu es dans l'existence en pensant être, en croyant être. L'être-té, c'est d'être en résonance avec la présence. Ce n'est pas l'instant présent, parce qu'il n'y a pas d'instant présent. Quand je dis l'instant présent, c'est déjà du passé. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ben, c'est déjà passé, c'est plus 9h10. Ce n'est pas le moment présent, c'est la présence. Spatialiser le temps. Comment être dans cette spatialité temporelle? C'est ce qui nous manque. On a été plein de croyances, de dogmes. Notre éducation est linéaire. Notre éducation nous a focalisés dans la linéarité de la vie. Et la temporalité, le passé et le présent. Et je vais voir un thérapeute, il me dit, oh, tu es phagocyté par des mémoires du passé. Et il faut alchimiser tout ce bazar. Ah bon? Comment, ami? Alchimiser les mémoires de 4 milliards d'années. Combien de temps il me faut pour faire ça? Combien de séances? Oh, cher thérapeute, tu es un magicien cosmique. 4 milliards d'années. Mon corps renferme des mémoires phylogénétiques de 4 milliards d'années. Et tu me parles de l'effacement mémoriel cellulaire. Bon, la mémoire, ce n'est pas dans la cellule, c'est dans l'eau, dans l'espace
les micro-espaces entre l'eau intracellulaire et extracellulaire. C'est tout un monde. Et c'est des mémoires qui restent. C'est ton regard qui doit changer. Tu vas faire avec. Les mémoires ne disparaissent pas. C'est encore un dogme. Et je vais travailler sur ces mémoires du passé. Mon œil, Habiba, ils sont toujours là. La preuve, tu dors, tu les vois la nuit. Tout persiste. C'est ton regard que tu possèdes pour l'orienter. Ton corps, il est animal, il a une potentialité animale. On ne va pas la rejeter, cette potentialité. Quand la mère d'Aurobindo a fait ce beau voyage au sein de son corps, elle a découvert le mental cellulaire. Elle voulait transformer, apporter de la lumière au fin fond de la matière. Elle disait, moi j'ai lu son livre, ses agendas quand j'avais 20 ans. Elle disait, je vais diviniser la matière. Je dis, ah mais elle est déjà divinisée, qu'est-ce que tu veux diviniser toi? C'est de la lumière condensée. Et on a un corps animal pour vivre une expérience dans ce corps. Pourquoi je veux le rendre ange ou lumière? Non, mon rôle c'est de vivre cette expérience dans ce corps incarné tel qu'il est. Mais je change mon regard. J'active mon potentiel divin. Voilà la différence. Capite. Fondamental. Fondamental. Quand tu cherches à descendre dans la cellule, à apporter la lumière, tu vis le temps. Tu es en train d'attendre. Et là, ce n'est pas la vie, c'est la souffrance. L'attente, c'est la souffrance. Oh, un jeune qui aime une petite, Habiba, ils sont dans l'amour, mais elle l'aime pas. Elle dit peut-être, j'attends. Eh bien, attends, tu vas attendre. Et cette attente, c'est de la souffrance pour lui. Peut-être que pour elle aussi. Bon, peu importe. C'est un exemple. Mais l'attente, il y a la souffrance. Quelqu'un qui est malade, il attend la guérison. C'est là où il souffre plus. Rentrez dans cet espace d'attente et posez votre regard. Je vous invite en douceur à rentrer dans les espaces d'attente qui sont présents maintenant dans votre champ de conscience et posez votre regard et lâchez. Tu vois l'attente et tu lâches. J'attends rien. Oh là là, Habib, c'est une beauté magnifique. Tu lâches l'attente. Tu respires la vie. Vous savez ce qu'elle a fait, la religion? Il nous a propulsés dans l'attente après la mort. Paradis, enfer, du oh là là. Moi je dis, c'est la pire des choses de propulser une dualité même après la mort. C'était vraiment l'inverse du rôle de la religion. Elle ne va rien relier. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, après la mort, tu vas voir. Et c'est pour ça que dans l'islam, il y a un élan vers la mort, parce qu'on leur dit, vous allez voir des 72, maintenant ça a augmenté, l'inflation. Bon. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, comme endoctrinement. Il faut qu'on lâche tout ça, mes amis. C'est dans le champ de la conscience collective. La religiosité a créé beaucoup de problèmes dans notre vie. Il faut qu'on lâche. On n'a pas besoin. L'essence, elle est plus proche de toi que ta veine jugulaire. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. C'est toi. Et tu prends, et tu ouvres ton regard, et tu vas te mettre en résonance avec cet élan qu'on appelle la vie. Et on va chanter, on va éclipser. Là où il y a l'attente, là où il y a le temporel, je pose mon regard. Poser son regard, c'est d'intégrer au fin fond de ton être. Je ne veux rien changer. Je n'attends rien. Il n'y a pas de solution. Je fais avec. Je ne rejette rien. C'est ça l'enseignement actualisé du soufisme et des Védas. Une tradition qui reste une tradition figée sur elle-même est une tradition morte.
On doit actualiser un enseignement pour le mettre en résonance avec notre époque, qui est l'époque quantique. La religiosité, si elle est incapable de me propulser vers l'unité, je la laisse. C'est pas mon truc. Mais si tu as encore envie d'attendre là-bas après, eh ben attends. Et tu vas encore être dans le culte de l'attente. Après, c'est ta attente qui va te réveiller. Ce n'est même pas toi, c'est ta conscience. Car c'est très subtil tout ça, attention. Mais au fin fond de nous-mêmes, on cherche une solution, on cherche quelque chose. Je suis venu ici parce que j'attends. Qu'est-ce que j'attends? À entendre quelque chose qui m'apaise. Et quand j'entends cette chose, je dis oui. Et quand j'entends quelque chose qui me dérange, je l'oublie. J'ai un filtre au niveau de mon mental, parce que je suis un être peureux, je filtre. Tout ce qui va me réveiller dans la peur, non, je lâche, c'est pas pour moi ce truc. Alors que la vie, c'est un élan de globalité, je prends la globalité. Pourquoi je filtre en permanence? Pourquoi je fais des barrières? Pourquoi je me protège? Parce que j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je suis en régression phylogénétique. Je garde la peur des 4 milliards d'années au fin fond de mes mémoires cellulaires. Je n'ai pas encore réalisé qu'il y a un regard évolutif et je dois l'actualiser. Pas encore réalisé ça. Je n'étais pas éduqué pour réveiller l'autre regard. Je suis éduqué en permanence dans l'analyse, la phylogénèse, la régression. Et c'est pour ça que je suis dans la peur, la protection. Je me protège. Je me protège chaque instant de ma vie. Je me protège contre les maladies. Je me protège contre l'autre. Parce que je sais, je suis là, j'aime l'autre à tel point que je me protège contre lui. Beau ça. Le quantique te dit, l'autre c'est toi-même habillé d'une autre façon. Oh, c'est le quantique qui te dit ça, c'est l'analyse quantique. L'autre c'est toi-même habillé d'une autre façon. Et toi tu te protèges contre l'autre parce que tu l'aimes tellement. Sachant que l'autre c'est toi au niveau quantique. Tout est interconnecté, on vit dans une trame interconnectée. Ces corps, c'est un vide, c'est de la spatialité, ces deux corps, ces corps maintenant. C'est une trame spatiale interconnectée, en résumé. Et de quoi tu vas avoir peur? D'un démon. Et on est dans une trame interconnectée, tout est interconnecté. Le démon, c'est un toi-même habillé d'une autre façon. Dans son référentiel implicite. Quand tu as peur du démon, eh bien tu le fabriques d'une façon quantique, tu lui donnes forme. C'est ta peur qui structure la forme. Récemment, il y a une dame qui m'a appelé au téléphone. Oh, Habib Aziz, je souffre. Quoi, Habib? J'ai assisté à une formation pendant 3 jours. On parlait que des entités. Je rentre à la maison, je ne vois que des entités. Quelle entité? Des trucs qui bougent. Mais pourquoi tu es allé voir ça, Habiba? Pourquoi? Alors, quand tu as fait la formation avec moi, je vous ai expliqué que l'entité, c'est une de tes formes implicites. C'est un toi-même. Et on a démontré d'une façon quantique ça. Elle a dit oui, mais je voulais... voilà, Habiba, il faut chercher son référentiel. Si tu es dans la séparabilité, tu vois le monde séparé, le démon, l'ange, le Dieu séparé de sa création, c'est un référentiel, il n'y a pas de vérité, mais si tu rentres dans ce référentiel, tu vas vivre le contenu de ce référentiel. Pourquoi tu choisis un référentiel âme? Pourquoi tu choisis un référentiel qui va te faire souffrir? Pourquoi ne pas choisir un référentiel harmonieux, connexionnel? Pourquoi on choisit les trucs où il y a des démons qui sortent la nuit? Parce qu'on a une peur phylogénétique qui veut se manifester, le semblable attire le semblable. Et on se met dans ces référentiels lourds,
Et des gens qui adorent ça. Si je vous parle des histoires des entités, vous allez ouvrir les yeux, vous allez me suivre. Parce qu'on a une peur chronique en nous. Et les entités, c'est la façon la plus simple à extérioriser cette peur. Eh bien, dans la vision matricielle, l'entité, c'est un autre toi-même, implicite. C'est-à-dire, c'est un autre corps que tu as dans les formes implicites, infinies. Et là, on le démontre, peut-être dimanche, on va le démontrer d'une façon quantique. Hein. C'est notre époque, c'est la science. À ce moment-là, l'entité devient un autre moi-même. Mais elle est dans sa forme implicite. Pourquoi elle veut sortir? Parce que tu l'actualises avec ta conscience. Tu lui donnes forme. Et il y a des structures exogènes, externes, qui peuvent réveiller les formes implicites. Ça, c'est une autre histoire. Mais sachez, les amis, que quand tu rentres, quand quelqu'un rentre dans un référentiel pervers, lourd, il va vivre le contenu de ce référentiel. Ce n'est pas un mystère, ça. La question qu'on se pose, pourquoi on choisit les référentiels les plus difficiles? Pourquoi? Eh bien, je pose mon regard et je ne vais pas rejeter, analyser, je ne vais pas me culpabiliser. C'est mon choix. Il dit, fais ce travail, va, reviens. Et quand tu rentres chez toi, cette entité, tu poses ton regard, tu vois comment elle est propulsée par tes énergies phylogénétiques, activées par la peur. Eh oui, les entités. Une fois, dans une conférence, il y a un ami qui m'a dit, médecin, il m'a dit, mais toutes les pathologies sont causées par les entités. Oui, c'est son référentiel. Je te dis, oui, c'est ton référentiel. Mais à côté, il y a l'Institut Pasteur. Je dis, pour eux, ce n'est pas les entités, c'est les virus. C'est les bactéries. Un autre référentiel. Qui a raison? Peu importe. Peu importe. Mais je vais choisir un référentiel doux qui réveille mon potentiel connexionnel de reliance. Vous savez, mes amis, dans notre corps, il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules. Tu es plus bactérien que cellulaire. Les bactéries, c'est tes amis. Et si tu as un référentiel de rejet, eh bien tes amis peuvent devenir tes ennemis. Mais si un ami vient vers toi, on va te dire, il y a de l'espace pour tout le monde. Il te demande à manger un peu. Tu lui donnes un petit peu à manger. Mais nous, on n'est plus dans cette vision. On est dans une vision agressive. On se protège. Et quand on se protège, on se piège. Parce que là, quand tu te protèges contre une bactérie, c'est là où il devient virulent. Et c'est là où le système immunitaire, il y a des milliers d'années, il a changé de nom. Au départ, c'était un système de tolérance, d'intégration. Maintenant, il est un système de défense. Oh, c'est beau ça, lui. Il est devenu un système de défense. Le système de tolérance, d'intégration. Pourquoi il était là? Les lymphocytes, les macrophages, ils étaient là pour intégrer, pour faire intégrer l'antigène, l'autre, pour que ton corps devienne universel. Alors, on n'a plus cette fonction maintenant. Parce qu'on se protège. Et dans notre champ de conscience, on a en mémoire l'hyperprotection et le rejet. Et c'est pour ça que notre système militaire a changé de référentiel. Il est devenu un système de défense. Et les problèmes ont commencé. Imaginez, si une bactérie rentre, et tu ne te défends pas, tu la prends, qu'est-ce qui va se passer? Rien. La virulence, c'est parce que toi, tu deviens hyper virulent, tu produis un anticorps. Et cet anticorps produit un autre anticorps, parce que l'anticorps, c'est quelque chose de nouveau dans le corps.
Le premier anticorps, c'est nouveau. On appelle le réseau idiotype. Le deuxième, c'est nouveau aussi. Jusqu'à ce qu'on arrive au énième anticorps qui va ressembler à un organe et il peut y avoir production d'un auto-anticorps, d'une maladie auto-immune. C'est pas le germe, c'est toi-même. C'est l'autodestruction à la fin d'une hyperprotection. Quand j'étais au laboratoire, je faisais ces tests d'une façon un petit peu pour jouer. Je prends les gens qui avaient une pathologie 2 ans, 3 ans, n'importe quel autre, et je fais un dosage des auto-anticorps. Et j'étais surpris. Quand la maladie dépasse 1 an, 2 ans, il y a ce qu'on appelle une production polyclonale d'anticorps. Anticorps antimusculis, antimitochondrie, anti-ADN, anti-ARN. Pourquoi on produit tout ça? Parce que on est dans l'hyperprotection. L'activation des auto-anticorps se met en place. C'est ce qu'on appelle le réseau idiotype. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas revenir. On est dans un champ collectif, de conscience collective très fort, qui croit que le système immunitaire est un système de défense. Et là, si un médecin me pose la question, je lui dis, bien sûr, c'est un système de défense. Je ne veux pas lui dire ce que je suis en train de dire maintenant, c'est entre nous, ça. Eh oui, c'est la fonction principale, mais qui a été détournée il y a des milliers d'années. Notre corps a subi des mutations via la conscience, la pensée perverse. On était dans le rejet, l'agressivité. Nos systèmes sont à l'image de ce qu'on pense. Le système immunitaire, le système hormonal. Si tu ne poses pas ton regard, si tu n'arrives pas à lâcher tout ce cirque, tu es dans le conceptuel, le bavardage, l'agitation. Imagine une hormone sécrétée dans ton corps qui va voyager et elle n'arrive pas à rentrer dans la réceptivité. Il lui manque une protéine réceptrice. L'hormone, elle est là, il n'y a pas de récepteur. La conscience évolutive, elle est là, il n'y a pas de regard. Quand on ne développe pas le regard évolutif, ou on développe le regard régressif aux dépens du regard évolutif, l'hormone, physiologiquement, va s'activer et le récepteur va s'altérer. Problème d'auto-immunité, de pathologie thyroïdienne, de pathologie, oh là, énorme. Beaucoup de problèmes au niveau de la réceptivité hormonale. Les hormones sont là, c'est les récepteurs qui manquent. C'est notre façon de penser qui cristallise cette vision. Comment tu penses? Eh bien, tu penses qu'il y a une solution régressive. Et quand tu penses qu'à ça, tu vis dans la temporalité, c'est-à-dire la distance. Le temps, c'est la distance aussi. Pour aller de A vers B, il te faut du temps. Et pour que B soit activé, il faut qu'il y ait une réceptivité. S'il y a une hormone qui est sécrétée de A pour aller vers B, il faut de la réceptivité. Mais dans la régression temporelle, il n'y a jamais de réceptivité, il y a toujours un état d'attente. Oh, Habibi, posez votre regard et voyez votre physiologie par rapport à cette image. Voyez votre physiologie par rapport à l'actualisation de la biologie au niveau quantique. Parce que, mes amis, la médecine est là sans référentiel, à ne pas rejeter la médecine. Elle est magnifique dans son référentiel, elle fait de belles choses. Mais toi, comment tu fonctionnes d'abord? Est-ce que tu es allopathique, homéopathique, quantique, matriciel? Pose ton regard et vois comment tu fonctionnes. 99,9% sont des allopathes. On est tous allopathiques. Ça, c'est notre référentiel de base.
Imaginez, la nuit, vous avez un petit symptôme. Une douleur particulière au niveau du genou. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas te réveiller, tu vas sur Internet. Une liste énorme. Diagnostic différentiel. Waouh! La peur qui commence. Et tu vas choisir que la pire des choses. Ah, tu vas insister sur le diagnostic le plus dramatique. Parce que là, ça va apaiser ta soif vers la phylogénèse. Et tu vas voir après le médecin, les analyses, les scanners. L'histoire va commencer. Imaginons l'inverse, qui est possible aussi. Je ne dis pas que c'est bien et pas bien. Je pose mon regard, je gère mon déséquilibre. La vie, c'est la gestion des déséquilibres. Il n'y a pas d'équilibre dans la vie. L'équilibre n'existe pas. Bien sûr, tu veux voir l'équilibre, tu vas voir un cadavre, il est en équilibre. Un cadavre, il est dans un état d'équilibre. N'envoyez jamais une intention à la recherche de l'équilibre. Pas d'équilibre. Quand tu gères le déséquilibre, tu vis. Quand tu arrêtes de gérer le déséquilibre, les problèmes commencent. Tu es dépassé par une polarité au dépend d'une autre. La vie, c'est la gestion du déséquilibre. Et tu vas gérer ton déséquilibre, cette douleur, tu poses ton regard, tu l'alchimies, tu l'oublies, tu fais autre chose, après peut-être qu'elle va disparaître. Parce que quand tu conscientises, tu donnes forme. Imaginez, toujours, il faut mettre dans votre conscience cette expérience du physicien, dans un accélérateur de particules. Il pense à l'électron va se mettre en marche. Il pense à une particule, elle prend forme. Oh là, c'est lui qui crée, oui, c'est ta conscience qui donne forme. C'est énorme ça. Mais tu poses ton regard avec ta peur, ce que tu as lu sur Internet, tu es en train de focaliser quelque chose. C'est toi. Pourquoi ne pas faire l'inverse? Parce que la focalisation individuelle est aidée par la focalisation de la conscience collective, parce que la conscience collective dit la même chose. Tu as un truc grave, il faut voir le médecin, il faut laisser pas que tu laisses ça comme ça. Oh, le regard de l'autre. Et quand tu racontes à un ami, c'est comme s'il veut te voir. Ah oui, il ne faut pas laisser. Oh, t'as vu comment tu es ce matin? Tu es pâle, il faut voir un médecin. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on va voir toujours quelque chose qui ne marche pas chez l'autre et l'amplifier? Après, quand on parle de quelqu'un qui n'est même pas avec nous, ah la pauvre, oh, elle est malade, elle a un cancer. Bon, de quel droit tu es en train de donner forme à sa pathologie par ta conscience? Pourquoi ne pas dire, elle est en train de rentrer dans sa phase de guérison? Tout est langage. Pourquoi on est en train de propulser, comme le physicien, une impulsion de quantification? Ça donne forme. Le langage, la parole, c'est une hormone. Imaginez, l'exemple que je donne souvent, un téléphone qui sonne, et tu vas entendre une chose difficile à gérer. Ton corps va changer. Tu vas avoir une tachycardie, des sueurs, tu dois devenir rouge. Ça veut dire quoi? Il y a des hormones qui sont sécrétées dans ton corps. L'adrénaline, le cortisol. Certains processus neurométaboliques vont se mettre en marche. Mais en écoutant des mots. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en train de vous injecter une substance. Tu es en train d'écouter des mots. Et les mots deviennent des molécules dans ton corps. L'adrénaline, tu fabriques à l'écoute. Quand tu vois quelque chose, tu lui donnes forme. Quand tu écoutes quelque chose, tu cristallises dans la forme, dans la molécule. Mais pourquoi, quand tu vois quelqu'un
un peu fatigué, wow, tu es en résonance magnifique. C'est pas de l'hypocrisie, c'est une façon thérapeutique d'approcher l'autre. Ou que tu pars quelqu'un qui est malade, et ben profite pour lui envoyer une quantification positive. Habibi, il est en voie de guérison. Wow. Et lui, à distance, il n'y a pas de distance, on est interconnectés. Il reçoit l'impulsion. Oh là, Habiba, pourquoi on trouve un plaisir quand on parle de quelqu'un malade? Parfois on aggrave. Oh là 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 là. Voilà, il a telle chose. C'est comme si on sent au fin fond de nous-mêmes une joie. Vous voyez comme on est pervers, hein? Je pose mon regard, je ne me juge pas. Et je vois ma qualité un petit peu perverse par rapport à ce fonctionnement. Quand je pense à quelqu'un qui est malade, fatigué, automatiquement j'active le processus de guérison en moi. Souvent on m'envoie par mail, Habibi, j'ai envie que tu me fasses une séance à distance. Avant même de commencer la séance, rien qu'avec le fait de propulser une information de guérison, parfois ça prend forme. Et souvent, mes amis, j'ai dit à mes amis, ne répondez pas en disant c'est très bien, je me sens bien. Parce que là, souvent, moi, je suis dans un état agité. Quand tu me propulses un feedback de ce genre, ça peut toucher mon mental, ça peut renvoyer l'agitation et tu reprends les symptômes. Quand tu me dis merci, merci, ne décris pas le contenu du processus de guérison. Il faut chanter le mental qui est agité, parce que l'agitation réveille encore ton agitation. C'est très subtil tout ça. Ok, mes amis, il fait chaud ici. On va ouvrir un peu, non? Comme ça, vous allez avoir froid. Le prana qui rentre, je pense que je vais m'arrêter, je vais vous laisser poser des questions parce je vais insister sur un point. On est dans un partage. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. On est dans un état de partage. C'est-à-dire que le partage est dans ce principe fondamental que votre présence active une impulsion. Même si vous ne parlez pas. Et convaincre, c'est de l'énergie. L'énergie, elle est bipolaire, elle est régressive, elle est phylogénétique. Tu veux convaincre, c'est que tu n'es même pas toi-même convaincu. Donc tu lâches. Partager, c'est propulser l'information. C'est pour ça que même quand vous rentrez chez vous, et vous allez parler avec votre partenaire, et vous commencez à essayer de convaincre, c'est terminé. C'est de l'énergie, c'est l'attente, c'est l'effort. Tu envoies une information et tu restes à l'écoute. N'essayez pas de convaincre. La vie, c'est un élan informationnel. Il y a de l'énergie, certes, dans la vie, 1%, mais tout le reste, ce n'est pas de l'énergie, c'est de l'information. Une cellule, est-ce qu'elle a besoin d'énergie? Elle a besoin d'énergie dans sa structure 1%. Elle a besoin 99% de la guidance informationnelle. Une cellule, elle a la possibilité de prendre l'énergie, même l'énergie libre. On ne sait pas le faire maintenant, la cellule elle sait le faire. Elle a tout le potentiel pour prendre l'énergie. Du point zéro. Énorme. Mais s'il lui manque l'information, la guidance, elle a de l'énergie, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qui va guider la cellule? Qui va l'orienter, la structurer? Qui va l'aimer? Eh bien sûr, la cellule a besoin d'être aimée. Vous savez, on a une structure tellement fine dans chaque cellule qu'on appelle le centriole. C'est une condensation de la silice.
Et la cellule, quand elle touche une autre cellule, le fait de toucher, le contact, ça crée ce qu'on appelle un effet piézoélectrique. C'est-à-dire le toucher, c'est la pression, piézo, et cette pression va créer un microchamp électrique qui va donner la forme à la cellule. Quand elle touche l'autre cellule, elle reprend, elle se restructure dans la forme. Donc c'est l'amour, toucher. La cellule a besoin de toucher l'autre pour structurer sa forme. La cellule cancéreuse perd ce contact et n'a plus ce mécanisme de toucher. Voyez, la société, l'individu, c'est comme une cellule. Pour ça que quand on salue, il faut toucher, il faut toucher. Salut. On touche, pourquoi on ne touche pas? De toute façon, c'est que de vide. Ok, Habiba. Donc on est dans le partage informationnel. On n'est pas dans le convaincre. Et là, on est en famille, on peut poser des questions. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Jusqu'à présent, j'ai compris tout ce que vous avez exposé sur la conscience et sur l'observation. L'observateur de la chose observée. Et la façon dont l'observateur modifie la chose observée. Très bien. Et vous avez parlé de conscience évolutive. Oui. Et je n'ai pas compris la deuxième partie, évolutive. Ouais. Je ne l'ai pas entendue. Parfait. Pardon. Parfait. Très bien. Alors, dans la conscience, il y a le concept, j'ai développé le concept que la conscience est une spatialité. Et le contenu de la conscience qui vectorise la conscience. Si tu as une colère, tu es dans un état de colère, la colère est une énergie qui va habiter, c'est un élément de ta conscience, et tu deviens cet élément. Donc la conscience est définie par ce contenu, son contenu. Si elle a un contenu régressif, 4 milliards d'années, ce contenu existe dans la conscience. Mais la conscience évolutive, je vais la définir maintenant. Merci à lui. C'est une conscience qui est dépourvue de son contenu. Voilà. Elle n'a pas de contenu. Elle est spatiale. Elle est libérée de tout. Elle est évolutive. Dans le matriciel, on donne ce nom pour la caractériser. Elle n'est pas en résonance avec les éléments contenus. Elle est avec le contenant, la spatialité. Exemple. Là, c'est un exemple tellement hard que peut-être que ça va vous créer une confusion. Mais je le donne quand même. Le corps. C'est quoi le corps? C'est un élément de la conscience. Là, on a pris l'habitude de dire « je quitte ce corps ». C'est faux, cette phrase. Tu ne quittes pas ce corps. Toi, tu es la conscience et ce corps est un élément de ta conscience. Je peux dire, quand l'élément corps de ma conscience va disparaître, eh ben ma conscience va vivre un autre potentiel. Je ne quitte pas ce corps. Ce corps est en moi. Les Védas l'ont dit il y a des milliers d'années. Ce corps est en moi. C'est dans les Védas, on dit ça. Ce corps, alors, on ne peut pas concevoir ça, attention. Ce que je vous demande là, c'est pas évident. Hein. Que tu rentres dans cette phrase, tu dis, ce corps est en moi, qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Nous, on est identifiés, on n'est que ce corps, à tel point que la conscience devient un élément de ce corps. On a tout inversé. C'est comme ça quand j'ai réalisé ça, c'est à partir d'une expérience hard, physiologique. Hein. Un arrêt cardiaque, finito, et j'ai... En moi, j'ai vécu ces événements. C'est pas théorique. Quand je vous raconte ça, c'est expérimenté au fin fond de
de mes cellules. Et j'ai vu que ce corps était un élément, ma conscience était plus large. Une découverte, ça. Et c'est pas facile. Théoriquement, c'est pas, on n'a pas de résonance théorique pour vous faire passer ce message. Sauf que le soufisme nous donne des outils pour réveiller ça. Ce qu'on appelle laisser l'autre prendre forme. Laisser celui qui est prendre forme. Oh là, là tu répètes des sutras bien précis pour réveiller ce potentiel à tel point, quand tu es imprégné par ces sutras, qu'est-ce que tu deviens? La spatialisation globale et globalisante. À tel point, mes amis, qu'on a posé la question à un grand soufis, on lui dit, tu es qui, toi? Elle dit, mais j'ai à chaque instant le choix d'être la montagne, la lune, le ciel, le soleil. Oui, parce que tout ça, c'est des éléments de ma conscience. On n'est pas encore là. Ben, tu crées l'attente, Habibi. Tu nous crées l'attente, là. Petit Gugus, tu nous propulses dans l'attente. J'enlève cette phrase. D'autres questions, mes amis? Eh ben, il faut parfois, je prononce des trucs là et je vois le temps, je pose mon regard et je vois que j'ai créé le temporel. Je ne le rejette pas. Souvent, notre langage est temporel. Il est très temporel. Oui, Habiba. Ma question est plus terre à terre. Dimanche, dans le stage, Oui. on fait quoi? Oh, je ne sais pas, Habiba. Ça va être une Pratique. ou Beaucoup de pratiques. des pratiques, mais... Soufi, védique. Je vous donne des outils. Attention, je ne vous donne pas une discipline. Oh là, j'ai horreur de la discipline. La discipline, c'est une attente. Hein. Là, je vous donne des outils. Je vais vous expliquer comment utiliser les outils sans rentrer dans la discipline et l'attente. Des outils pour être dans la conscience. Ah oui, exact. Ça va, beaucoup de pratiques. Hein. Peut-être que on va pratiquer. Il n'y a pas de connaissance sans pratique. Je vous donne la base, c'est-à-dire parler de rythme, et je ne sais pas ce que je veux dire. L'essentiel, c'est qu'il y aura de la pratique. Si je commence à dire ce que je veux faire, souvent je fais autre chose. Je vous assure, souvent j'ai dit, je vais faire ça. Même dans les séminaires, le premier jour, je vais faire ça. Et le deuxième jour, on est à l'écoute, on ne sait pas. C'est ça l'élan de la vie. Tu ne programmes rien. Est-ce que vous avez testé cette chose? Tu as une journée ou un week-end, tu ne programmes rien, tu sors. Tu respires. Oui, là, on va être enfermé. Hein? Là, pour le coup, on va être enfermé dans une salle. Et là, on va voyager avec la C'est conscience. pas pareil. On va voyager avec la conscience pour nous préparer. D'autres questions, Habiba? Ouais. C'est pas vraiment une question, mais peut-être, est-ce que tu peux un petit peu parler des astrocytes plus fort? Les astrocytes. Elle est ancienne, celle-là. Hein? C'est une astrocyte, Habib. Astrocytes, ce sont des cellules nerveuses, qu'on appelle ça les cellules gliales, nourricières. Parce que dans le cerveau, grosso modo, il y a plusieurs types cellulaires, mais il y a des cellules qui sont sensibles à la lumière agitée et la lumière condensée. Ce qu'on appelle les neurones. C'est avec quoi on travaille maintenant? On a une population cellulaire neuronale sensible à deux lumières. La lumière condensée et la lumière agitée. Si tu prends quelqu'un et tu stimules, tu fais un électroencéphalogramme et tu stimules une partie de son cerveau, ce sont les neurones qui s'activent. Ou si tu lui dis, pense Habib à quelque chose, la pensée émane de l'activation neuronale. Mais la lumière réelle, est-ce qu'elle a un représentant cérébral?
Est-ce qu'elle a un support, un substratum de réceptivité? Oui. Si on a 10 milliards de neurones, on a 90 milliards d'astrocytes. Et ce sont les astrocytes, des cellules en forme d'étoiles, qui sont sensibles à la lumière réelle. Il y a longtemps, il y a plus de 15 ans, j'ai émis cette hypothèse que la lumière réelle rentre en résonance avec les astrocytes. Récemment, j'ai lu un article où on démontre de façon scientifique que les astrocytes ne sont pas sensibles au champ électromagnétique, à la lumière agitée. Magnifique. On a dans notre cerveau un support biologique, c'est pas métaphysique, physiologique, cellulaire, qui rentre en résonance avec cette lumière. Magnifique ça. Et on est équipé par des milliards de ces cellules qui sont endormies maintenant. Parce qu'ils ont été dépassés, inhibés par les cellules neuronales. La sphère neuronale a créé une pression épigénétique sur la sphère astrocytaire, à tel point qu'on est complètement dominé par l'analyse. Ce sont les neurones qui rentrent dans l'analyse. Les astrocytes rentrent dans l'effet radiant, l'effet globalisant, l'effet harmonisant. C'est réversible? Tout est réversible. Tout est réversible si on quitte les dogmes, si on pose son regard différemment, si on ne reste pas dans les mêmes croyances, si on reste que dans cette croyance que finalement la linéarité, la causalité, les éléments, la finalisation, l'attente, le temporel, on est structuré par beaucoup de croyances. On peut mettre une croyance fluide, parce qu'on ne peut pas marcher sans croyance. Ce que je vous dis aussi, c'est une croyance. D'accord? Mais je vais prendre une croyance fluide. Ah ben, je pose mon regard. Oh, Aziz, tu me prends plus. Oui, Habib, mais pourquoi une croyance fluide? Ben, espèce de gugus, tu es en train de t'auto-justifier. Peu importe. Je pose mon regard. Parfois, j'avance comme ça. La critique n'est pas à éliminer, mais elle est au service de la fluidification informationnelle. Et comment on sait que c'est fluide ou pas fluide? La joie. La joie sans objet. Oh là, un critère magique. Quand tu es dans l'expansion du cœur et la joie sans objet, sache que tu captes, que tu es en train de toucher la conscience évolutive. Ouais, oui, bah. Ma question, dans mon référentiel jusqu'à présent, pour moi l'information c'était de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle circule et qu'elle produit un effet au bout de sa course. Tout à fait. Chez celui qui l'atteint. Ouais. Vous dites que l'information c'est pas de l'énergie. Alors, Je vais expliquer ça un peu plus en détail. Je vais boire un peu d'eau. C'est une bonne question. Les physiciens, j'ai un ami physicien qui me dit, tu es fou. Pour nous, l'information a besoin d'une guidance énergétique. Oui, bien sûr, je lui ai dit, on a 3 types d'informations. Dans notre corps, il n'y a pas une seule. Qui suivent les 3 feuillets embryonnaires. L'information superficielle a besoin d'énergie électromagnétique. L'information profonde, qu'on appelle endo, elle a besoin d'une résonance énergétique. Par contre, l'information la plus importante, qui est l'information mésodermogène de reliance, n'a pas besoin d'énergie. Donc il y a 3. La science s'occupe des 2. C'est quoi la troisième? L'information de reliance, qu'on appelle mésodermogène. Je vais la développer dimanche. C'est tout un concept. Là, on n'a pas le temps. Il y a une pratique derrière pour... Oui, bien sûr. Il y a une pratique à Aruba pour réveiller la reliance. C'est toute l'approche matricielle, ça. Et vous êtes en train, vous-même, de me donner, là, c'est beau, ça. Là, il y a l'aspect théorique et l'aspect pratique. C'est ce qu'on appelle le champ akashique. Le champ akashique, c'est le champ mémoriel, et il est souvent activé par
deux mémoires. Mémoire, lumière condensée, lumière agitée. Mais il y a aussi la mémoire qui est au-delà de toute mémoire et qui est le champ informationnel pur. L'univers réel, c'est un univers informationnel pur, où il y a une seule loi dans cet univers qu'on appelle l'amour, et qui est un vecteur Z0 de la force nucléaire fort, faible. Z0. C'est pour ça que je dis à mes amis, je vous aide zéro. Ça, c'est aussi, on va le développer. Z0, c'est une composante de la force nucléaire faible assimilée à l'amour. À l'amour, pas l'amour. L'amour. C'est une autre histoire. Donc, en réponse à ta question, il y a trois formes d'information. Deux qui ont besoin de l'énergie. Et une qui est au-delà de toute énergie, et c'est la plus importante. C'est pour ça qu'on n'est pas en désaccord avec la... Parce qu'il y a trois feuillets. Si tu prends le feuillet embryonnaire superficiel, il est structuré dans la mouvance agitée, donc il a besoin de l'énergie. Le feuillet endo, il a besoin de l'énergie gravitationnelle. Par contre, le feuillet de reliance, il se libère de toute énergie parce que c'est l'amour, c'est la reliance, c'est l'état primordial de notre être. Oui, Habiba. Je suis assez étonnée sur votre discours sur la religiosité qu'on entend bien. Qu'est-ce que vous pensez, puisque vous parlez d'amour, des gens qui, grâce ou à travers la religiosité, La religion même, on ouais. peut dire, ont atteint un stade de joie Magnifique. intense, Magnifique. un stade de foi intense et un stade d'amour. Tout à fait, Habiba, bien sûr, on peut avec la religion. C'est des êtres sincères, ils sont exceptionnels, ils ne sont pas nombreux. Dans le soufisme aussi, c'est des êtres qui... Et finalement, quand tu fais une petite analyse par rapport à ces êtres, ils ont abandonné les dogmes religieux de leur époque. Si tu prends un certain Hallaj, finalement, il a été tué par les musulmans à l'époque. Tu prends Ibn Arabi, qui est un grand maître soufi dans l'élan d'amour, de la connexion. C'est quand tu lis son livre, l'imagination créatrice, tu crois lire un livre de physique quantique maintenant. Mais c'est des êtres qui étaient... C'est pas le général, c'est des exceptions. Mais ça existe. Dans la mystique chrétienne, si tu prends un bohème, Jacob, wow, un plaisir de lire ça. Magnifique, comment il a structuré. Et c'est un être qui n'était pas structuré dans un milieu scientifique. C'est l'élan de sa nature. Il y a beaucoup de mystiques comme ça, qui ont développé à partir de leur élan, parce qu'ils n'étaient pas endoctrinés. Ils n'étaient pas endoctrinés. Ils étaient déjà libérés, dans un sens. Donc la religion, bien sûr, elle peut nous donner des êtres exceptionnels, mais c'est exceptionnel. Ouais, Habib. Parfois, je le fais exprès, franchement, d'attaquer la religion. C'est vrai. Parfois, je me sens un peu... Parce que je me mets un peu à travers tout ce qui se passe. Surtout avec l'islam, maintenant. Et il vit sa crise. Hein. C'est une religion qui est en train de vivre une grande crise. Oui, parce qu'ils ne parlent pas d'amour. Alors que les autres Oui, bien religions sûr, parlent d'amour. tout à fait. L'amour est caché. Là. Après, ils vont me dire, là, c'est pas ça l'islam. Mais c'est ça l'islam. C'est ça. L'Inquisition ne parlait pas d'amour non plus. Hein? L'Inquisition ne parlait pas non plus d'amour. Aussi, il a passé sa crise. Hein, Bah, voilà, oui. c'est pour ça. Ouais. Voilà, si on veut créer la séparabilité, on parle des religions. Pour moi, j'ai dit, il est temps d'aller vers autre chose, vers la reliance. Il faut voir, par exemple, dans les terres de l'islam, au Maroc, chez nous, comment ils sont. Si tu leur dis, la religion a structuré la séparabilité, et tu peux avoir beaucoup de problèmes là. Il n'y a pas cette liberté encore. Pas facile. Et moi, tu dis le Coran, c'est un langage, mais tout langage est susceptible de changer. Non, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu change parce que Dieu change aussi.
Ah non 14 siècles. Je dis quand même, hein, mais ben, on n'est pas... Ben, faut pas voyager en avion, il faut pas voyager en voiture, prendre le chameau et Il y en a tout ça. Je vais vous poser une question, Ouais, oui, ben. à savoir donc l'énergie des rêves. Ça procéderait de quel Ah type oui, d'énergie? le Parce qu'il y en a- rêve, c'est un élément fondamental. Le rêve, c'est un moment précis qui favorise l'activation des formes implicites. Et tu les vois, c'est-à-dire tes formes qui sont cachées. Pour comprendre ça, il faut comprendre cette phrase. L'être, l'infinitude du non manifesté. Le non manifesté, infini dans son être, veut se manifester. Les Védas commencent avec ça. La mystique chrétienne avec ça. Le soufisme avec ça. Au commencement, il y avait la lumière, le verbe, l'éternité, sans forme. Cette infinitude sans forme se manifeste dans la forme pour garder son potentiel infini. Elle va se manifester dans des formes infinies. C'est-à-dire, si tu prends ton corps, c'est une de ces formes du champ de tous les possibles non manifestés. Mais cette forme est connectée à toutes les formes. Les formes explicites que tu vois et les formes implicites que tu ne vois pas. Mais dans le rêve, il y a des formes implicites connectées à ta conscience, à ton corps, qui peuvent se révéler. À ce moment-là, est-ce que tu vas les analyser? Est-ce que les formes implicites ont besoin d'être analysées? Dans la vision matricielle, on dit non. Il faut lâcher le rêve. Le rêve n'est pas là pour être analysé. Si tu l'analyses, tu lui donnes forme. Et si tu donnes forme à une forme implicite, tu l'invites à se manifester dans une forme explicite. Ceci dit, il y a des rêves passagers qu'on peut analyser pour apaiser la forme implicite. L'art d'interpréter et de dialoguer avec les formes implicites trouve ici un élan magnifique. C'est tout un art. Donc il y a Jung qui veut interpréter, il y a les autres, les démarches analytiques qui veulent rentrer dans l'hyper-analyse, il y a d'autres qui disent oui, selon le contenu de cette forme. Et là je suis d'accord, je peux interpréter si je peux apaiser cette forme. Et si je commence à l'interpréter, elle va s'activer, je lâche. Le but d'une forme implicite, c'est qu'elle doit rester implicite. Elle ne peut pas s'expliciter, parce que si elle s'explicite, elle peut te perturber. Et les formes de synchronicité? C'est le langage de la conscience évolutive. C'est le langage de la conscience évolutive. Là, c'est pour ça qu'on doit poser notre regard et de voir la synchronicité et la reliance. Oui, la synchronicité va amener quand même de pouvoir relier deux objets. Bien sûr. D'accord là-dessus. Bien sûr. Il y a quand même une conscience qui va se Mais mettre tout à fait. dans un message. Et là, ce qui est fondamental, et je vais le développer après, la synchronicité, la reliance, ne passe pas par l'agitation mentalisée. Si tu prends par exemple les nombres, le nombre, c'est une focalisation d'une forme, d'une structure vibratoire dans la forme. Et bien si tu prends un nombre, comme les nombres de Grabovoi, qui sont à la mode maintenant, n'est-ce pas? Le russe qui travaille avec le nombre, c'est très bien, c'est le quantique. Mais le nombre, si tu dis par exemple 14, ou 11, ou 19, il y a 1 et 4. Où se situe l'information qui va cristalliser la synchronicité? Ce n'est pas le nombre, c'est l'espace entre deux nombres. Entre le 1 et le 4. On va développer cette idée. Vous allez pouvoir, on va sortir avec beaucoup de pratiques comme ça. Ce n'est pas le nombre qui est intéressant, c'est l'espace entre deux nombres. Ce n'est pas la pensée qui est intéressante, c'est le silence entre deux pensées. Ce n'est pas la sphère qui est importante, c'est l'état jonctionnel entre deux sphères.
C'est pas le sommeil qui est important, c'est l'interface entre le sommeil et le rêve. C'est pas l'éveil qui est important, c'est l'interface entre l'éveil et le sommeil. C'est ce qu'on appelle les états jonctionnels qui ramènent le potentiel informationnel de la lumière réelle. Kahuba, il y a de belles choses à voir. Partagez Ahuba, partagez même des choses un peu en rapport avec les pathologies. Vous dites la lumière réelle, c'est ça? Ouais. La lumière immobile aussi dans la tradition on l'appelle, par opposition à la lumière agitée. La lumière agitée, elle s'agite à 50 Hz par seconde. Elle vibre. La lumière réelle, elle est immobile. Immobile. Ça ne veut pas dire statique. Elle est tellement active qu'on a l'impression qu'il est immobile. Comme l'embryon, il bouge d'une façon intense, tu as l'impression qu'il ne bouge pas. Il est immobile. Mais tu fais une écho, il est dans la mouvance par excellence. Et comment vous l'avez vu, cette lumière immobile? Tu peux la percevoir. Il faut percer pour la voir. Tu perces le voile pour la voir. Ce monde dans lequel on vit, c'est le voile. C'est le porteur de lumière qui a cristallisé le voile pour créer ce qu'on appelle un hologramme dualiste, pour faire une expérience dualiste. Et c'est pour ça le mystique, il dit, je vais percevoir, je vais lever le voile pour rentrer en résonance avec cette lumière. Comme Moïse a demandé à voir le visage de celui qui est, il n'avait pas encore concrétisé, percevoir, enlever le voile. Quand il a fait un travail sur lui-même, il a enlevé le voile, il a pu percevoir. C'est un travail d'alchimiste. Hein. C'est tout à fait. Ça peut être apparenté à l'alchimie. Et l'alchimie, c'est le quantique. Et nous, le corps, c'est un laboratoire alchimique à chaque instant. C'est un trou noir qui transforme la matière en lumière, le plomb en aor. Aor, c'est la lumière. Ok, mes amis, d'autres questions? Partagez. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'énergie libre? Oui, Abuba. Oui, Bella Habib. Oui, je voudrais revenir sur la conscience évolutive. Ouais. Il me semble qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect purement réceptif. J'accueille les formes qui la traversent et je pose mon regard dessus. Mais si je comprends bien, il y a aussi un aspect actif au sens où je peux envoyer des informations. Je peux créer des formes utiles pour l'autre, par exemple, qui sont destinées à sa guérison ou qui sont destinées à Ça la se lumière. fait spontanément. Donc, je voudrais savoir la part entre la réceptivité, cette conscience évolutive, et sa part active. Oui, la réception et l'émission. Parce que la conscience, elle est trilogique. Elle a un potentiel de récepteur, un potentiel d'émetteur et un potentiel de transformateur. Elle émet, elle reçoit, elle transforme. Et quand tu es dans l'impulsion évolutive, tu reçois, tu émets spontanément sans rentrer dans le vouloir qui est une énergie, sans rentrer dans l'effort, et tu es dans la transmutation sans effort spontanément. C'est ça les critères de la conscience évolutive. Elle n'est pas dans la loi de l'effort, elle est dans la loi du juste milieu, du moindre effort, de l'impulsion et l'émission, la transmission et la transmutation, le changement. Elle est dans cette trilogie. Comme les trois feuillets embryonnaires. Si tu prends l'ecto, il reçoit, ou il envoie, c'est l'objet, il envoie. L'endo reçoit, et le méso transforme. Il transforme quoi? L'information. Pour quoi faire? Pour créer la reliance. Pour qu'il n'y ait plus de séparabilité. La conscience mésodermogène, qui est l'interface de cette trilogie, va faire une transmutation pour mettre les différences, les relier les différences.
lire entre les lignes, activer l'élément commun entre les différences. C'est l'intelligence, c'est la présence, c'est l'être. Là, quand tu es dans la vision régressive, tu ne peux pas avoir la reliance. Et souvent, la dualité nous met dans la vision régressive. C'est pour ça que je mets de temps en temps un acharnement contre la religiosité, parce qu'elle est très dualiste. Et tout ce qui est dualiste nous propulse dans une énergie bipolaire où la chose et sa négation vont être en résonance avec le phénoménal. Quand tu veux faire du bien, tu actualises le bien, tu potentialises le mal associé. Donc la dualité, elle est toujours active par ces résonances bipolaires. Quelqu'un qui n'a pas fait un travail sur lui-même pour transcender la dualité, il est resté dans la résonance apparente, dogmatisante. Il peut aujourd'hui actualiser le bien et demain actualiser le mal associé à ce bien. C'est pour ça qu'on voit un petit peu des êtres soi-disant dans la religion, ils font des choses difficiles. Mais ceci, ce n'est pas un jugement. Oui, Habib. C'est au-delà de la religion, c'est parfois les lois de l'univers, on dit le yin et le yang. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une complémentarité. C'est pas une dualité? C'est une dualité complémentaire. Tu peux prendre ça comme une dualité, dans la forme, dans la lumière agitée, ou dans la lumière condensée, la dualitude devient dualité. C'est-à-dire la complémentarité va devenir dualité. Si tu vas vers la lumière agitée, la dualité va s'apaiser un peu, mais elle reste dans la dualité. C'est-à-dire que si tu prends une pensée, tu penses à quelque chose de bien, le mal associé à ce bien va s'activer, va se potentialiser, l'autre va s'actualiser. C'est un jeu de potentialisation, d'actualisation qui va prendre le temps comme référentiel. Si aujourd'hui tu actualises X, demain tu vas actualiser non X. Mais si tu rentres dans la lumière réelle, il n'y a plus de dualité, il y a l'unicité. C'est-à-dire, on peut dire que dans l'interface entre la lumière condensée et la lumière agitée, il y a la dualité. Entre l'interface de la lumière agitée et de la lumière réelle, il y a la dualitude. Dualitude. Vous allez trouver ça dans le dictionnaire. Après, quand tu plonges dans la lumière réelle, il y a l'unicité. Mais tu ne peux pas vivre l'unicité d'une façon réelle que lorsque tu passes par la dualité et la dualitude. C'est quoi la dualitude? C'est de poser son regard, de ne pas rejeter, de voir les deux à la fois, de ne pas se mettre dans l'agitation. C'est l'observateur. Finalement, il faut penser du tout. Non. Parce que penser, c'est forcément... c'est penser d'une façon dualitude, c'est-à-dire être dans l'espace entre deux pensées. C'est une technique, ça. C'est l'observateur. Je sais, parfois, c'est pas facile de donner forme à des concepts tellement subtils, mais ensemble, on peut. Si on commence à dire c'est impossible, c'est là on limite, on est en résonance avec la conscience collective, finito, on ne peut pas avancer. Si tu dis là c'est impossible, là tu es déjà dans l'inhibition d'un processus qui prend forme. C'est la conscience collective, ça te dit tout, c'est impossible, c'est pas vrai, on peut. C'est ton choix, c'est ton référentiel. Nous on passe une information, fais avec ce que tu veux, ce que tu peux, ce que tu espères. C'est très subtil tout ça. Attention, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux jouer, ben on a assez joué maintenant. Il faut qu'on rentre dans une dynamique d'un jeu subtil qui va nous propulser dans une réalité de notre être. Ben, si on continue encore à dire c'est pas possible,
Bien sûr, on peut le dire, c'est notre choix, on est libre. À ce moment-là, tu es dans un autre référentiel, le possible, impossible. Tu es en résonance avec la conscience collective. Et là, le contenu de cette conscience collective est structuré dans l'impossible, la maladie, le vieillissement, la causalité, la linéarité. Tu ne peux pas être autre chose que ça. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que notre référentiel doit être posé au départ. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je cherche? À me libérer. Mais je pose la vraie question. Mais je cherche à réaliser un potentiel dialectique à travers les concepts, c'est autre chose. Mais, on passe nos journées quand même à choisir, à faire quelque chose. Donc, je ne comprends pas comment on peut rester... quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il faut rester vraiment passif, à ne pas prendre de position, voilà, à pas choisir, à rien faire. Quoi. Parce Finalement, que ton référentiel, c'est la je- pensée. Oui, Mais là, je parle d'autre. Oui, bien on sûr. nous pose des questions, il faut bien répondre, il faut bien choisir dans la vie. On passe notre journée à faire des choix. Vous avez parlé de choix, là, vous venez juste de parler de Mais je choix. ne vais pas te Quand je convaincre. choisis Je un ne vais pas vous référentiel, convaincre de quoi que ce je soit. suis déjà dans un Doucement, choix. doucement, ami, doucement. Quand je parle, parce que là, tu es en train d'aller trop vite. Moi, je vais prendre les choses doucement. Je ne vais pas te convaincre. Je parle d'un état qui est le silence entre deux pensées. Toi, tu actives tout à travers la pensée. C'est possible. C'est ton référentiel. Je le respecte. Et c'est pour ça que pour toi, quand je parle de cet état, c'est de la passivité. Parce que tu n'as pas expérimenté le silence entre deux pensées. C'est une expérience. Et là, tu es en train de te projeter dans cette expérience. Tu vois, tout est passif quand tu n'es pas dans l'action activée par la pensée. Non, c'est pas tout à fait ça. J'ai expérimenté le silence, mais c'est un moment, je choisis de partir pendant une semaine quelque part pour justement expérimenter mais ma vie de tous les jours. Je ne peux pas passer toute la journée à expérimenter ça, parce que sinon, il faut bien travailler, il faut bien communiquer avec les autres. Donc il y a des choix. Donc c'est ça que... Bon, que l'expérience, on la fasse de temps en temps, on prend une semaine de séminaire où on va dans un monastère et on est dans le silence, je l'ai déjà fait, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Mais c'est dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à voir ça dans la vie de tous les jours. Eh bien, je vais Parce qu'on est obligé de choisir. Je vais essayer de passer une information. Je ne vais pas essayer de te convaincre. Il y a deux formes de silence. Il y a le silence dont tu parles, qui est pour moi un bruit implicite. Tu peux prendre une semaine, isolé de ce monde, dans une grotte, mais tu es agité au fin fond de ton être. Je te propulse une information. Mais je parle d'un silence transcendantal activé par une tradition évolutive, comme le soufisme, avec un outil magnifique où tu rentres en silence, même quand tu es dans l'activité. On appelle ça la conscience cosmique. Tu es dans l'activité, dans l'agitation, et tu es silencieuse au fin fond de ton être. Le silence n'est pas apparenté à l'immobilisme. C'est pas être immobile. Au contraire, le vrai silence, c'est dans l'action. C'est ça ce qu'on appelle la conscience cosmique dans les Védas. C'est ça l'observateur. Tu es silencieux au fin fond de ton être et actif. C'est ça l'observateur à lui. C'est ça ce qui est important à cerner. Tu es dans l'agitation. Et tu te vois dans l'agitation. Il y a un silence en toi qui va prendre forme. Qui n'est pas le silence immobile, le silence passif. Et ça, c'est une expérience magique. Si tu crois que le silence est apparenté à un état d'immobilisme, non, c'est différent. C'est un silence qui va se propulser même dans l'activité. Et c'est ça ce dont je parle. Et c'est pour ça que je te donne raison, bien sûr. Moi, je préfère que quelqu'un travaille, au lieu d'aller dans une grotte rester. Non, c'est dans le métro, dans le travail de chaque jour, dans l'activité de chaque instant.
que tu réveilles ce potentiel. Autrement, tu vas prendre une semaine, tu vas croire que tu es là dans une grotte, mais où est-ce qu'il est le bruit, les problèmes, les mémoires? C'est la conscience. Tu te ramènes tout ça avec toi. Tout. Donc là, le vrai silence à Habiba, la chose la plus importante, c'est d'essayer, dans la subtilité, de réveiller ce regard qui est dans l'observateur, à travers ce silence qui se greffe dans l'action. Dans l'action. Et c'est pour ça que quand tu parles de cet état où le silence est synonyme de la passivité, je t'ai dit que ce n'est pas le silence dont je parle. C'est le silence transcendantal qui va se greffer dans chaque action de notre vie. Même quand tu dors, imagine, tu rêves et tu es témoin de ton rêve. Tu es observateur de ton rêve. Qui voit le rêve? C'est le silence. Tu deviens qui? Le témoin silencieux, immuable, éternel. Oh, Habib, ça c'est la délivrance. Ça, tu commences à réveiller un potentiel magique. Voilà, voilà. Non, mais nous, on est en famille ici, bien sûr. On passe l'information. On n'est pas en train de vouloir convaincre. J'insiste sur ça. Passer l'information. Habiba, elle a raison de dire que pour elle, elle a vu ce silence comme passivité. Je lui dis non, c'est un silence qui réveille l'observateur. C'est à travers ce silence que je peux me mettre en état d'observateur dans l'activité, dans l'action, dans le travail. En prenant le métro à 6 heures du matin, je me mets dans cet état. Et tu vois la beauté de la vie. Tout va changer. Et c'est ça ce qui est différent avec le mysticisme classique où les gens avaient besoin d'aller dans des retraites. On n'a plus besoin de faire ça maintenant. La retraite, c'est notre travail de chaque jour. Et c'est là où on peut réellement dire qu'on est en train de vivre une impulsion magique. C'est dans notre travail de tous les jours, avec les enfants, avec le mari qui n'a rien compris, avec tout ce monde. Et c'est pas la peine de rejeter, de dire il n'a rien compris. Lui, non, tu vas faire avec. Tu ne le rejettes pas, tu poses ton regard et c'est ça là, le non-rejet, la non-séparabilité. Le travail, si tu as activé un travail, après tu dis le patron, je l'aime pas, il me fait des trucs. Non, il faut faire avec. Et ce silence s'active encore plus quand il y a des petits problèmes qui vont se greffer dans les phénomènes de la vie. Le mental, l'ego va rejeter tout ça. Va dire non, non, j'aurais dû prendre autre chose, c'est pas pour moi, ça va pas favoriser mon élan. Ah, tout est là, a été fait parce que tu l'as choisi au fin fond de ton être et tout est là pour favoriser cette belle ouverture de ta nature évolutive. Il faut prendre et savoir prendre. Merci mes amis. Merci. Bonsoir.